Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. Vous le savez, le 20 septembre et le 27 septembre, on vote pour la législative partielle de la deuxième circonscription, celle de la députée, ou plutôt de l'ex-députée Huguette Bello, qui va la succéder? C'est la question qu'on va se poser jusqu'au 20 et au 27. On commence ce soir avec une invitée, une candidate, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Davila Verdun. Alors, vous êtes candidate donc dans cette législative partielle. Oui. C'est d'abord, on va essayer de savoir d'abord qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez. Vous êtes qui? Je suis Davila Verdun qui a commencé en politique donc en 2008 au port, donc sans étiquette avec comme place donc première femme sur une liste quand même, donc première opposition au port en 2008. Et entre-temps, je suis devenue secrétaire départementale de l'UMP de 2013 à 2015 où j'ai démissionné. Et dans ce même moment, j'étais aussi conseillère municipale à Saint-Paul jusqu'à juin 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive cette candidature? Cette candidature, au départ, ça n'a jamais été prémédité. Je ne pensais pas y aller. Donc j'ai eu quand même une demande sur cette circonscription parce que je travaille, je vis, j'habite, j'ai mes origines, j'ai ma famille. Que ce soit Port, Possession, Saint-Paul, j'y suis chez moi. Et ces gens-là m'ont dit que je devrais y aller, qu'il serait temps que quelqu'un comme moi, quand même, vienne sur la circonscription. Alors, on va lever le voile. Qui c'est qui vous l'a demandé? Les parents d'élèves, d'une part, et le Parti chrétien-démocrate, qui voulait une femme pour partir dans cette circonscription. Donc, aujourd'hui, vous portez l'étiquette Parti chrétien-démocrate, avec qui j'ai eu l'investiture, donc de façon officielle. Donc, j'ai été investie par eux pour pouvoir représenter la deuxième circonscription. Alors, j'allais dire un petit peu, en politique, on parle souvent de valeurs. Est-ce que Davila Verdun a des valeurs particulières qu'elle a envie de véhiculer? Oui, j'ai des valeurs quand même humaines. Entre-temps, je suis quand même dans une démarche qui avait commencé beaucoup plus tôt, mais qui n'était pas encore consolidée à la base, parce que je commençais encore dans beaucoup de choses, notamment en politique, donc en 2008. Donc j'ai fait beaucoup de chemin entre-temps. J'ai un diplôme quand même en sciences humaines et sociales. Je suis docteur en sciences de l'éducation. Donc là, c'est vrai que la fibre humaine s'est confortée et ça a vraiment pris le dessus. De là où vous êtes, par rapport à ce qu'on voit de la politique, lorsqu'on parle de sciences humaines, je trouve que la classe politique manque singulièrement de valeurs humaines. Ouais, j'ai eu l'occasion d'analyser, de faire le point sur tout ça, de ne pas juger, mais quand on est en politique, d'analyser la situation. Et il n'y a aucune prise en compte de l'humain dans tout ce qui se passe en politique. C'est pour ça que quand on fait le tour, on fait le terrain, on a été au marché forain de Saint-Paul ce week-end, les gens nous disent « vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous pareils ». Donc l'image de la classe politique, ici, peut-être ailleurs, mais moi je parlerai pour la Réunion, parce que je suis à la Réunion, est vraiment négative. Et je ne veux pas, je ne pense pas, et je suis bien d'ailleurs de ne pas m'associer. Je ne me sens pas faire partie de ce milieu politique qu'il y a ici. Le constat, c'est que lorsqu'on regarde la politique, ceux qui ne sont pas élus, et c'est ce qu'on appelle les petites ou les petits candidats, généralement véhiculent un certain nombre de valeurs, mais on voit souvent, quand ces personnes, certaines sont élues, rentrent dans ce microcosme politique d'élus, ces valeurs sont rangées au placard, et souvent, il faut jouer des coudes, il faut jouer des pieds, parfois il faut pousser, faire tomber l'autre pour prendre sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez cette population qui de plus en plus boude les urnes? Je suis vraiment, on va dire, à l'écoute de cette population. Quand j'entends qu'ils n'ont plus envie de voter, je les comprends. Je leur dis, je vous comprends.
Mais à un moment donné, j'ai eu ce recul-là aussi, en me disant, il faut se mettre aussi à leur place. À force d'avoir entendu qu'on va faire ça pour vous, qu'on va faire ci pour vous, et qu'on se rend compte que ces gens qui ont fait des promesses se retrouvent aussi, on va dire, si on peut dire, influençables, parce qu'ils se sont laissés quand même berner par les gros partis. Voilà, on dit gros partis sont ceux qui sont déjà installés. Et donc, du coup, je me mets à leur place et je les comprends. Alors, dans ce contexte-là, comment vous menez la campagne? Quel est votre message pour ces personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous allez parvenir à les sensibiliser, à les mobiliser, à les amener à retourner aux urnes? C'est ce qu'on fait actuellement. Moi, je suis vraiment dans les quartiers parce que je travaille déjà avec un public précaire. Donc, j'étais déjà en contact de ces personnes-là avant même là de me présenter. Donc, je n'ai pas arrêté ce que je fais. Et c'est vrai que cette population-là a besoin quand même de quelqu'un, notamment moi, pour leur redonner confiance. Là, c'est ce qu'on fait actuellement. Je leur dis, allons faire ensemble, restez là, aidez-moi à ne pas justement tomber dans ce piège. Parce que je ne veux pas justement me retrouver dans la situation de certains ou d'autres qui ont pu se faire piéger. C'est un paradoxe par rapport à ce qu'on appelle une élection locale ou un mandat local, que ce soit conseiller départemental, conseiller régional, maire ou bien des élus communautaires. Ils sont sur leur terrain et c'est plus facile de travailler avec la population. Demain, si vous êtes élu député, vous êtes à l'Assemblée nationale, donc au Palais Bourbon à Paris. Comment, justement, en étant à Paris, en étant une élue de la République, vous allez vraiment porter la parole d'une population qui ne... Je veux dire, il faut être honnête, combien d'articles il y a dans la Constitution de 58, c'est quoi l'article 49.3, c'est quoi l'article 11 de la Constitution. Comment faire en sorte que la population, même si elle n'est pas au fait de cette Constitution, au fait du travail d'un député, comment faire pour, d'abord, d'une part, leur expliquer ce que vous faites et comment vous allez surtout maintenir ce lien avec eux? Ça a déjà été effectivement posé comme question. Donc, avec la population, on me dit, mais vous n'allez pas être ici. Je dis si, parce que nous, on a prévu, en fait, de se rencontrer, donc de faire un site où il y aura les questions des gens. Donc, ils vont être abonnés, ils vont nous remonter quand même, si on peut dire, des doléances, on va dire entre guillemets. Ils n'ont pas besoin de comprendre tous les textes. On va être bien entouré, on aura le temps d'étudier ces textes-là, les lois, on va regarder. Et moi, ce que j'ai surtout besoin, c'est la réalité de leur quotidien. Donc, tous les mois, on a prévu de se réunir, de débriefer toutes les questions qui vont remonter à travers le téléphone, parce que je ne changerai pas mon numéro de téléphone, ils sont au courant. C'est le même. Depuis des années, il est partout, je travaille avec, c'est mon téléphone privé. Même si je dois avoir un autre professionnel, ce sera mon téléphone. On va travailler ensemble et tous les mois, on aura ce compte rendu. C'est-à-dire, on va débriefer, question par question, on va voir qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qu'on pourra proposer. S'il faut proposer des motions, s'il faut proposer des amendements, on va proposer. Je ne leur ai pas dit que j'allais faire des miracles, hein. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que le parti chrétien est représenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Le parti chrétien... Ou siège avec les non-inscrits? Ils font partie des diverses droites à l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Parce que pour pouvoir proposer des amendements, pour proposer des projets de loi, c'est pas une proposition de loi. C'est ce que fait un député, c'est une proposition de loi. Il faut être dans un groupe, il faut avoir donc le soutien. Tout ça, vous pensez que vous l'aurez dans votre groupe? Je pense que je l'aurai. Oui. D'accord. C'est ce que j'ai demandé avant de partir. Je ne voulais pas partir sans soutien. Parce que je n'aurais pas dit oui si on m'avait dit non, on compte que sur vous seul pour représenter. Non, je lui ai dit non, moi j'ai besoin vraiment de si vous siégez dans les non-inscrits, vous aurez du mal à faire vos propositions de loi. Oui. Parce que je crois qu'il faut être une trentaine de députés pour pouvoir déposer sur déposer sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi. Oui. Donc ça, c'est déjà un minimum. C'est pour ça que je vous disais que, quelque part, il faut aussi avoir l'arsenal pour pouvoir y aller. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous savez déjà quelles vont être les lois sur lesquelles vous souhaitez apporter votre soutien, vous souhaitez proposer? Est-ce que vous savez déjà dans quel domaine vous voulez travailler? J'aimerais travailler beaucoup sur tout ce qui est priorité régionale, spécificité réunionnaise. J'aimerais vraiment, parce que je trouve que dernièrement,
par rapport à la crise sanitaire, ça n'a pas été très bien géré. On n'a entendu personne, aucun député prendre la parole. Et j'aimerais vraiment peut-être refaire le point sur tout ça. Voilà, c'est-à-dire que la tâche du député, c'est bien sûr d'être au Palais Bourbon. Les autres parlementaires, c'est les sénateurs, ils sont au Palais Luxembourg. C'est que vous êtes les élus de la République. Vous êtes là pour faire les lois pour la République. Et souvent, on oublie, on le voit aujourd'hui, on a, surtout sous Hollande, on a revu la carte des régions, on a vu la carte des départements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? On rappellera juste pour ceux qui s'en souviennent, en 1969, De Gaulle est parti parce que son projet d'évolution du Sénat vers un Conseil économique et social n'est pas passé. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système actuel pour donner aux députés plus de parole sur le terrain, sur le terrain local, bien sûr? Je pense qu'il faut quand même... là, ici, par exemple, on est 7 députés. L'idéal... Voilà, c'est beaucoup trop? C'est beaucoup trop dans le sens où on ne voit pas les résultats pour la Réunion. Parce que l'idéal, ça aurait été, par exemple, face à une crise comme ça, de se rencontrer, se mettre autour d'une table et se dire que la Réunion, on est loin. On est l'île insulaire, à plus de 10 000 km. Il aurait fallu quand même protéger l'île, mis à part le côté économique. Hein. Mais la politique est toujours partout. Les 7 députés ne se rencontrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même famille politique. Et on ne s'affiche pas avec un adversaire politique. C'est ça que je reproche en fait à nos élus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, je ne vais pas chercher qui est de droite, qui est de gauche. Peu importe les partis, je vais tous les appeler. Si je suis élu, je vais tous les appeler. On va se rencontrer et on va essayer de proposer quelque chose. Mais j'ai dit aussi, on m'a dit, hein, les militants m'ont dit, mais vous croyez que vous allez pouvoir faire tout ça? Comment ça va se passer? Ça va être incognito? On ne va pas être au courant? Je leur ai dit, mais si, je vais dire qui est venu au rendez-vous, qui n'est pas venu, qui j'ai contacté et je vais rendre public. Pour que les gens sachent aussi qui est prêt à travailler en groupe ou qui est prêt à se dire que oh, c'est pas mon parti et on ne répond pas aux entretiens. Quoi, voilà. Huguette Bello, celle qui était donc députée à ce poste a démissionné parce qu'elle a été élue donc maire de Saint-Paul. On voit même elle qui est donnée, je crois, à son 5e ou à son 6e mandat, et elle a du mal à se faire entendre quand elle est dans l'hémicycle. Comment David Verdun voudrait se faire entendre? Comment faire entendre la voix de la Réunion dans une assemblée de 577 députés qui représentent les 60 millions de personnes, 60 millions de Français? C'est ce que je disais ici à La Réunion. Quand on est à Paris, c'est vrai qu'on retrouve son groupe d'appartenance, si on peut dire ça, politique. Quand on est à La Réunion, il serait bien que les députés se disent que nous sommes des députés de la nation, mais nous sommes aussi des députés pour La Réunion. Ici, on devrait d'abord s'entendre pour pouvoir peut-être proposer à chacun de notre groupe, quand on va à Paris, leur dire que nous, ensemble à La Réunion, on a choisi quelque chose pour nous, on aimerait bien que vous adhériez. Et effectivement, si on est plusieurs groupes là-bas, effectivement, ça fait quand même plus de monde. Oui, mais le problème, c'est que chaque groupe vote selon les directives de son parti. On peut voter selon les directives de son parti, mais il faudrait aussi se dire que si on est élu à La Réunion, dans ce cas, si on n'arrive pas à le faire, moi, je suis prête à partir. C'est-à-dire que aussi, nous n'oublions pas que souvent, ce sont les autres qui votent pour soi, parce qu'on n'est pas toujours là, on n'est pas dans l'hémicycle, et les autres décident aussi pour soi. Alors, sur les décisions qu'il y a à prendre en matière de projet aujourd'hui, qu'est-ce que la députée, si demain elle est élue, David Verdun, voudrait apporter à La Réunion? Quelle loi aujourd'hui La Réunion a besoin? On parle de l'octroi de mer, ça c'est au niveau de l'Europe, bien sûr, mais comment modifier un petit peu ces lois qui sont votées et qui à un moment donné ne correspondent pas ou ne sont pas appliquées? On a vu avec la loi Lurel sur le développement économique, on a vu avec la loi de la maire de Saint-Denis, Erika Barej, sur ce qu'on appelle l'égalité réelle. Ces lois sont votées, mais on voit aussi que parfois, les lois sont votées, mais ne sont jamais appliquées et finalement ne servent pas à grand-chose. C'est pour ça que je parlais aussi, moi, de visibilité avec les militants. On a besoin de plus de transparence. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on ne voit pas les résultats de ce qui a été voté. Mais en même temps, le député est là aussi
pour contrôler l'application des lois. Les voter est une chose, mais est-ce que c'est appliqué? Moi, j'aimerais bien quand même un peu plus de transparence, qu'on ait vraiment de la visibilité sur ce qui arrive aussi en aval. Donc les voter en amont, c'est une chose, mais est-ce qu'à La Réunion, on voit l'application de ces lois? Une chose, par exemple, bon, c'est dans l'actualité, c'est aussi avec cette crise Covid, la gestion de l'aéroport qui a amené cette situation aujourd'hui, on voit elle n'a pas été gérée, que quel que soit l'État ou que ce soit les autres corps de nos institutions, personne n'a rien fait. Pour protéger l'économie, je ne dis pas qu'ils ont eu tort ou ils ont raison. Hein. J'avance juste l'élément qui a fait que on a laissé l'aéroport ouvert, on n'a pas maîtrisé, on n'a pas contrôlé. Ça amène cette situation où la Réunion est passée en zone rouge. Qu'est-ce que un député peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme loi? Est-ce qu'il faut changer la gestion? Est-ce qu'il faut gérer les frontières différemment? Là, vous avez un rôle à jouer. Oui, ouais. Je pense que nous sommes quand même très loin. Nous sommes vraiment une île française. Je suis d'accord. Donc, effectivement, la préfecture dépend de la métropole. Mais à La Réunion, nous devrions quand même avoir une autonomie pour la gestion quand même de cette île dans des cas d'extrême urgence. Parce que là, la crise sanitaire est une crise d'extrême urgence. On peut effectivement prendre de bonnes décisions pour notre économie. Mais après, tout ce qui concerne les tests, la quinzaine, la quatorzaine, ça n'a pas été géré. Il y a des gens qui n'ont jamais été appelés pour faire la quatorzaine. On a laissé une certaine liberté en disant on compte sur la conscience, la bonne conscience des gens. Mais il y en a qui ne le sont pas. Non, il y en a qui n'ont pas bonne conscience. Et je vais peut-être taper un petit peu sur la classe politique une nouvelle fois. Et ils vont dire qu'ils ont l'habitude avec moi. Mais je vais juste dire ceci. C'est que on voit que cette classe politique, que ces élus ont peur de prendre des décisions. Ils se cachent derrière l'État. À la rigueur, à leur place, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose ou pas. Je ne vais pas leur donner de leçons. Mais notre classe politique, dans ce cas de crise Covid-19, a montré quand même une grande fébrilité. Est-ce qu'une autonomie politique aujourd'hui est utile si on a des politiques qui ne sont pas capables de prendre la responsabilité? Si, comme vous avez bien dit le mot, capable. Est-ce que nos politiques sont capables de nous défendre aujourd'hui, les Réunionnais? Toute la question est là. Moi, je crains ça parce qu'on les a vus à l'œuvre justement et je pense qu'ils ne nous ont pas du tout défendus. Il y a des bateaux de croisière qui accostaient. Si les dockers et les jeunes du port n'avaient pas empêché, et ça, c'est pas forcément pour l'économie parce que ils payent quoi, les frais de port? Ils ont accosté une journée et ils sont rentrés chez eux. Donc c'est pas très pour l'économie, quoi. Sur ce point-là, je vais quand même rester honnête, c'est que c'est pas dans leur non plus dans leur prérogative. Ça c'est une chose. Mais ce que je regrette, c'est que on ne les a pas vus monter au créneau, on ne les a pas vus prendre des positions communes. Et ça, par contre, c'est dommage. Mais je le regrette amèrement parce qu'aujourd'hui on est en zone rouge. Parce que, comme je dis, on ne doit pas empêcher l'économie de tourner. Mais tous ces gens qui auraient dû être obligés de faire le test après la quatorzaine, je veux dire, c'est pas normal que ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'il y a eu cette épidémie, c'est que l'aéroport n'a pas été maîtrisé, contrôlé. Voilà, exactement. Mais moi, c'est ce que je leur fais comme reproche à ce jour, parce que ce sont des reproches. Je suis réunionnaise, j'ai des militants qui me l'ont demandé, j'ai des gens sur le terrain tout le monde dit la même chose. C'est pas possible de faire tout le tour des quartiers, tout le monde reparle. Madame, vous allez pouvoir faire quoi, vous? J'ai dit, mais vous savez que par rapport à ça, on est un groupe politique d'élus ici, peu importe le parti dans lequel on est, qu'on appartient à la droite, à la gauche, peu importe. Mais on doit tous se concerter pour sauver la Réunion. Parce qu'à ce jour, je me dis que la Réunion peut être en danger parce qu'on a des élus au pouvoir qui ont vraiment fait la politique de l'inertie, la politique du silence. Et ça dure depuis des mois. C'est depuis le mois de mars, février-mars. On est dans cette situation. On va arriver à la fin de cet échange. Vous avez 1 minute face à la caméra pour vous adresser à vos auditeurs. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire donc aux Saint-Paulois, aux possessionnés, aux Portois, vous avez la chance, pour une fois, d'avoir une députée qui va travailler avec son peuple, pour son peuple, dans l'intérêt du peuple. Je serai avec vous tous les jours. On a choisi avec ceux que j'ai déjà vus, parce que je compte encore voir les autres pendant les 2 semaines restantes, on a choisi
de travailler ensemble tous les mois. On aura un lieu de rencontre, on aura un site, vous allez pouvoir me poser des questions, on va débattre des questions, vous serez invité et vous allez avoir une députée qui sera en contact quotidien avec vous, qui va décrocher son téléphone pour vous répondre, qui va vous rappeler si elle a raté l'appel, et ça va être un travail vraiment avec vous, dans la main. Je ne serai pas une députée indisponible, je vais être une députée accessible. Je viendrai vous voir chez vous et je compte le faire pendant longtemps parce que je suis déjà avec vous sur le terrain. Merci David Avernan. Je rappelle donc que vous êtes candidate à l'élection législative partielle de la 2e circonscription. Donc, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, d'avoir répondu à la présentation. Merci à vous. Nous, on va juste continuer sur un thème. On va regarder un reportage. Ismaël Aboudou a sorti son livre sur sa carrière de danseur et sur sa vie. Je vous propose, il nous en parle, je vous propose de l'écouter. On se retrouve juste après. Ce livre, aujourd'hui, Ismaël Aboudou, il représente quoi ? Qu'est-ce que vous avez mis comme message pour ceux qui vont le lire ? Ceci est un ouvrage sur mon parcours de danseur qui est né à l'île de la Réunion. L'histoire de ce bouquin débute dans les années 70, dans ce petit département dans l'océan Indien. Et j'ai eu l'opportunité de devenir chorégraphe et aussi réussi à bâtir un centre culturel pluridisciplinaire qui existe depuis plus de 35 ans. Dans cet ouvrage, il retrace aussi mon parcours professionnel artistique afin de faire savoir à mes descendants et aussi les danseurs passionnés, tout le monde, le milieu d'où je viens. À savoir que c'est un milieu qui n'est pas du tout accessible à un jeune danseur noir qui arrive de l'île de la Réunion, pour pas dire dans le côté de l'Afrique. Et je voulais à travers ce bouquin aussi parler aussi de mon parcours. Et dans les années 90, j'ai commencé à rédiger, à prendre note de mes impressions, justement pour dire aux gens, je voulais aussi dans cet écrit vouloir répondre à plusieurs personnes qui me questionnaient et qui me questionnent toujours sur mon parcours atypique et mon environnement modeste. On va faire un petit portrait d'Ismaël Aboudou. Vous êtes né en quelle année ? Je suis né en 1961. Vous êtes né où ? À Saint-Denis, l'île de la Réunion, rue des Limites. Quelles ont été vos études ? Les études, je suis arrivé jusqu'à Master 1. Vous destinez à quel métier au moment des études ? Au moment des études, mes parents voulaient que je devienne un électricien. Mais voilà, l'art m'a rattrapé. À quel moment la danse est rentrée dans votre vie ? Quand j'avais 15 ans, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par quelle danse ? À l'époque, disco, le funk, tout ce qui est danse, je dirais, populaire. À quel moment la danse est devenue une expression corporelle ? Pour moi, au moment que j'ai compris que c'était quelque chose qui me rendait bien, et c'est là que j'ai compris que la danse est rentrée en moi et que j'ai pu voir à travers mon image même que j'étais à l'aise, j'étais libre dans mes expressions chorégraphiques, corporelles, et c'est là que j'ai compris que la danse était quelque chose de bénéfique pour moi et pour les autres personnes plus tard, vraiment bien plus tard. Avec nos racines africaines, nos racines asiatiques, la danse est une expression d'abord de notre vie, j'allais dire de nos souffrances aussi. Aujourd'hui, est-ce que, à travers le Maloya, parce que le Maloya est sans doute la danse qui l'exprime le mieux, comment la danse exprime, j'allais dire, l'identité rayonnaise ? La danse, comme j'arrête pas de le dire, c'est que quand on regarde le Maloya, vous parlez de Maloya, le Maloya, on sait d'où ça vient, et c'est pour cela l'expression pour moi, partir de la terre, pour ramener au grand public, au grand jour, je me suis enraciné de cette danse qui vient de la terre. Et donc, comme j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, la musique maloya est en train de prendre. En règle générale, quand ça marche toujours à pair. C'est que quand il y a la musique maloya, il doit aussi la danse qui doit suivre.
Je pense que la danse a une grande place à travers cette musique aujourd'hui. Il faut savoir aussi que quand je parle de valeurs traditionnelles, pour moi, le Maloya parle aussi de valeurs traditionnelles. Ça veut dire l'écoute des parents, l'écoute des enseignants, l'écoute de l'aîné, et surtout le valeur traditionnelle, c'est ça aussi qui rentre en jeu dans cette danse et dans cette musique qui demande justement à trouver un chemin pour qu'on puisse nous faire connaître dans l'international. C'est vrai que ça reste encore, pour moi, ça reste encore un petit peu très régional et national. Ça peut encore aller plus loin, mais il faut que la danse à côté prenne possession de cette musique maloya. On parle de racines, on parle bien sûr des arbres, on parle également de ce qu'on peut voir, par exemple, comme danse au Sénégal, qui ressemble un petit peu au Maloya, les racines africaines. C'est ça qui manque aujourd'hui à La Réunion pour construire une vraie identité. C'est que, de par le fait que le peuplement est lié à un certain nombre d'apports à La Réunion, que ce soit de la Chine, de l'Asie, de l'Inde, que ce soit d'Afrique, c'est ça qui nous manque, c'est d'avoir des racines plus solides, des racines plus communes aussi. Bien sûr, comme vous parlez de l'Afrique, par exemple, quand on est au Sénégal, il y a le sabar. En Guinée, vous avez la danse de Guinée. Et en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs danses. Quand vous regardez dans le Brésil, vous avez tout ce qui est le rythme Kodamblé, Orisha, Yamaya, Yemeja, la danse de la mer, Shango. Et puis quand on regarde aussi en Haïti, tout ça, c'est une danse qui arrive de leur culture. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre île de la Réunion, c'est vraiment de prendre quelque chose qu'on connaît déjà, c'est le Maloya, qu'on travaille davantage là-dessus pour ne pas perdre justement ses racines et son identité. À savoir aussi, il y a des apports aussi extérieurs qui viennent en jeu, parce que bon, c'est clair qu'on est dans un monde qui est ouvert, on est dans un monde international, il faut prendre aussi les apports de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne veut pas justement lisser notre expression à travers des danses qui viennent d'ailleurs, que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, moi, j'estime encore une fois, quand on regarde la danse noire, que ce soit la danse jazz, la danse des claquettes, le charleston, le blues, tout ça sont des danses qui nous font rappeler le Maloya. Donc on a quelque chose de très très fort ici. Il faut juste utiliser aujourd'hui, mon expression, c'est l'expression de la danse de la terre, la danse qui arrive de l'esclavage, de la colonisation, de la départementalisation. Tout ça, pour moi, ça me parle, la danse noire. Donc aujourd'hui, j'exerce mon expression, c'est le jazz, les claquettes, le charleston, tout ce qui a un rapport avec notre racine. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et moi, je suis un fervent défenseur de la culture noire à travers le Maloya. Et je veux que quelque part, on arrive à comprendre ça. Si on n'a pas notre sol, comme on dit, notre âme, notre racine, on n'utilise pas notre ancrage, on va être perdu parmi les autres nations. Et c'est la question qui va sans doute faire un petit peu la transition. Connaître la danse venue des pays d'Afrique, c'est aussi un petit peu se révéler à son identité réunionnaise. Of course, bien sûr que comme je parle très souvent, c'est que la Réunion, on est vraiment vers le bas, on est vers l'Afrique. Je pense qu'il y a quelque chose de quelque chose de fort, parce qu'on a ces racines africaines sous nos pieds. On a aussi ces racines indiennes, chinoises, Europe, tout ça. Donc il faut quelque part l'utiliser. Mais voilà, pour répondre à votre question, et c'est évident qu'on doit nous accaparer de notre identité à travers cette danse, pour la danse Maloya, la musique Maloya, pensée Maloya. Et c'est ça qui fera qu'on grandira. Aujourd'hui, le Maloya est rentré dans l'UNESCO. Mais vous voyez que c'est que la musique, en général, ça suit aussi avec la danse, comme toute la musique jazz de Parker ou de Louis Armstrong ou de Miles Davis, c'est toujours accompagné d'une danse qui s'appelle la danse jazz. Quand on regardait la musique tendance européenne, ils sont accompagnés de la danse contemporaine. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi notre musique ne peut pas se marier avec la danse Maloya. À travers cette danse Maloya, c'est que c'est une danse qui peut émerger et qui peut sortir des mouvements, inédits, innovants.
Ce livre retrace un petit peu tout ce que vous venez de dire. Ce livre, justement, retrace, tout ce que je veux dire, c'est que retrace ma vie, mon parcours de danseur, retrace aussi mon parcours artistique, retrace aussi toutes mes déboires, se battre contre les obstacles administratifs, les obstacles financiers, les obstacles ignorants des gens qui prennent encore des propos racistes, se battre aussi contre tout la négligence, les mauvaises habitudes, se battre aussi contre la peur, l'angoisse. Ce livre parle de ça. Mon traversée depuis 1970, voilà, cette histoire démarre, comme je vous ai dit au départ, dans les années 70 jusqu'à dans les années 90 pour expliquer ce parcours qui n'était pas quelque chose de simple. Ce n'est pas une conte de fées, c'est une réalité. Et dans ce livre, vous allez retrouver tout ce moment passé à l'étranger, voilà, des heures de travail, comme dit l'autre, le génie, il a 10% pour lui et 90% sur le travail. Repeat, répéter, répéter, répéter. C'est ça qu'on fait dans la danse et c'est ça aussi qui forge aussi un homme à travers cette expression danser.